Je me nomme Carlotte Boivin. Ceci est ma théorie, la théorie du tunnel paradoxal. Je travaille sur cette théorie depuis 2012. Euh, j'ai eu plusieurs événements dans ma vie qui m'ont mené à développer cette théorie-là et le tunnel paradoxal, c'est quelque chose que je remarque dans absolument tout. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'en faire une théorie en espérant que ça puisse aider des gens. Donc, des choses à savoir à propos de moi, c'est que je suis tombée malade à l'âge de 9 ans. Pris dans un lit une grande majorité de ma vie, je me suis donné pour but d'écouter 6 documentaires par jour de l'âge de 9 ans à 25 ans. Ça m'est arrivé de manquer à mon but, mais j'ai rarement manqué mon but. J'ai utilisé toutes les informations accumulées de ces documentaires, mixées à une expérience de vie et des obstacles très négatifs et difficiles, mixées aussi au fait que mon type de personnalité a un sens d'hyper-observation, m'a mené à élaborer une théorie sur qui nous sommes et qu'est-ce que notre réalité, qui, d'après moi, répond à plusieurs questions fondamentales. Donc, pour commencer avec l'introduction, la première chose que je voudrais vous expliquer, c'est cette définition-là du yin et du yang. Le yin et le yang représentent une dualité entre quelque chose et son exact opposé, qui ensemble forment un tout. Comme toute chose existant dans l'univers, il existe son exact opposé, car rien ne peut exister sans l'existence de son opposé. Donc, ici, je vais vous parler un peu du problème de la mesure. En physique quantique, nous retrouvons ce problème. C'est le problème de la mesure. Ceci est une explication vraiment très brève de ce problème pour focusser sur ce qui a trait principalement à ma théorie. Donc, en gros, lorsque nous séparons un atome, nous réalisons que celui-ci est composé de composants. À chaque couche dans laquelle nous plongeons, nous découvrons de nouvelles composantes à l'intérieur de la dernière. Le problème de la mesure, c'est qu'une fois arrivés aux dernières composantes, nous réalisons qu'il n'y a plus rien après sauf un vide, ce qui prouverait que notre réalité n'est en fait qu'une illusion. Je vous demanderai de prendre en note que nous parlons d'un tout composé de composantes, et ceci est très important et nous y reviendrons souvent. Maintenant, nous en sommes à la métaphore des poupées russes, qui est la métaphore du tunnel paradoxal en soi. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les poupées russes. Donc, ça consiste en une grosse poupée qui, à l'intérieur, détient d'autres poupées plus petites. Et dans chacune des poupées, il y en a une plus petite et plus petite et plus petite. Donc, par exemple, les organes dans notre corps, les globules dans notre sang et les neurones dans notre cerveau composent la personne que je suis en tant qu'être humain. Ce sont les composantes de notre corps qui font en sorte que nous sommes qui nous sommes et sont primordiales à notre survie. Comme les poupées russes, on pourrait définir le corps comme la grande poupée et ce qui nous compose comme les plus petites poupées à l'intérieur de la plus grosse. Ceci est une image représentant un exemple de tunnel paradoxal. Alors, lorsque je parlerai de tunnel paradoxal, je voudrais que vous pensiez à cette image d'une grande poupée composée de plus petites poupées, une à l'intérieur de l'autre. Donc ici, une autre métaphore, la métaphore des neurones. Nous savons que l'idée des mesures de grandeur n'existe que dans notre réalité. Une fois qu'on sort de notre réalité, nous comprenons que les mesures de grandeur, le temps et autres n'existent pas réellement. Qu'en serait-il si l'humain était en fait plus petit que macroscopique dans un tout plus grand que lui-même, comme si les humains étaient les neurones d'un cerveau encore plus grand que celui que nous détenons dans notre tête? Qu'en serait-il si la conscience universelle n'était en fait qu'un grand cerveau et que nous formions les composantes de ce grand cerveau? Il est possible que notre réalité soit en fait que le reflet de la réalité de ce qui nous contient. Des recherches prouveraient que les neurones détiennent une mémoire, et si cette mémoire n'était en fait que la mémoire de ce cerveau qui les contient. Ceci est une image qui me mène à la prochaine diapositive, et vous comprendrez un peu mieux où je m'en vais. Donc, nous en venons ici aux univers parallèles. Donc, M. Albert Einstein a élaboré une théorie qui se nomme la théorie des univers parallèles. Puis même à ce jour encore, on a peine à la prouver. En fait, je crois qu'il a mélangé deux théories en une seule. La première de ces théories est celle qui parle des univers, mais ceux-ci, selon ma théorie, ne seraient pas parallèles. Le mot parallèle irait plutôt avec la seconde théorie. Alors explorons plutôt cette autre vision des différents univers. Comme tout ce qui existe sur Terre et dans l'univers, le tout est composé de composantes. J'en parle déjà depuis le début. Le tout composé de composantes est l'image de la poupée russe, et c'est le tunnel paradoxal en soi.
Si absolument tout est fait de cette façon, il serait difficile de croire que ce serait différent lorsque nous parlons d'univers. Dans ma théorie, les univers, non, ne sont pas parallèles, mais plutôt un à l'intérieur de l'autre. Il y aurait donc, d'après moi, l'univers primaire, suivi de l'univers secondaire, suivi de sous-univers qui, eux, détiennent d'autres univers, et ce à l'infini, la répétition créant ainsi le paradoxe et les composantes, le tunnel. Donc, c'est quoi la conscience universelle? Si l'on en croit ma théorie et que nous revenons à l'idée du yin et du yang, que tout existe par la dualité de deux opposés qui forment un tout, il serait possible de croire qu'il en est de même de la conscience universelle. La conscience universelle serait composée de deux composantes, l'image globale et la subjectivité. Dans la fusion de ces deux opposés se crée la singularité, et ce qui fait en sorte que la conscience universelle est la seule conscience universelle. Cette conscience universelle est reflétée dans tout ce qui la compose. Ainsi, l'espace, comme nous le connaissons, en constante expansion, reflète probablement l'expansion de la conscience universelle en soi. Si nous revenons à l'idée du yin et du yang et que la conscience universelle est la fusion de deux opposés, il serait aussi logique de croire que ce qui la compose expérimente aussi ces deux opposés. Ce qui veut dire que nous, humains, étant une composante de cette conscience universelle, expérimentons aussi ces deux opposés. Nous sommes des êtres subjectifs dans notre réalité, tandis que l'image globale serait plutôt notre subconscient. Expérimentant les deux opposés en même temps, il serait possible aussi de croire que nous sommes le tout en même temps d'être ses composantes, que oui, nous sommes mortels de façon subjective, mais aussi mortels dans l'image globale. Donc, voyons ici un peu les organes. Comme je le mentionnais plus tôt, tout ce qui nous compose est en fait une partie de nous, comme les globules dans notre sang, notre cœur, notre foie, etc. Il y a plusieurs histoires de gens qui auraient reçu des greffes d'organes et qui auraient développé de nouvelles habitudes reliées aux habitudes du donneur. On se rend compte de plus en plus avec la science là, que nos organes ont aussi une mémoire. Il ne faut pas oublier que nous sommes faits d'énergie et que cette énergie, bien que contenue en majorité, peut aussi s'étendre à notre environnement. Donc, en parlant d'énergie, comme tout est fait d'atomes, il faudrait penser au fait que notre énergie peut s'imbiber dans d'autres énergies. Ainsi, nous pourrions ancrer des souvenirs dans ce que nous voyons. Je donne un exemple qui relève du milieu du paranormal. Imaginons qu'un événement intense se produit dans une chambre. Exemple, un meurtre. Désolé de la négativité, mais c'est un événement très intense, donc parfait pour mon exemple. Il y a beaucoup de chances que certaines personnes, plus sensibles aux énergies de tout ce qui les entoure, puissent deviner que quelque chose de terrible s'est produit dans cette chambre. Dans le monde paranormal, nous expliquons un peu ce phénomène dans le cas d'entises résiduelles, où certaines personnes verraient une entité faire le même trajet à la même heure chaque jour ou encore les mêmes mouvements et tout. Ceci ne serait pas en fait une entité consciente, mais plutôt l'énergie d'un souvenir ancré à cet endroit, comme un film qui se répète sans cesse. Donc, pour expliquer un peu la subjectivité de la conscience universelle, il y a la métaphore des personnalités multiples. Donc, cette conscience qui s'expérimente de façon subjective pourrait être vue comme l'image de quelqu'un qui détient de multiples personnalités. Bien que cette personne a sa personnalité principale, elle détient aussi d'autres personnalités, et le mélange de toutes ces personnalités forme la personne en tant qu'individu. Chaque personnalité étant une partie différente de qui elle est. Un peu comme la conscience ultime composée de toutes les consciences qui existent non seulement sur Terre, mais dans tout l'univers. Un autre exemple de ce phénomène est de revenir aux organes, comme le cœur et le foie, comme forme qui je suis. Ils ont chacun leur rôle à jouer, leur propre identité. Donc, comme je disais, Albert Einstein a développé une théorie qui s'appelle la théorie des univers parallèles. Comme vous avez pu constater dans ma théorie, les univers ne sont pas parallèles, mais plutôt un à l'intérieur de l'autre, donc composés l'un de l'autre. J'appellerais ça la théorie des univers composés, non pas parallèles. Mais la théorie au niveau parallèle est probablement une seconde théorie d'Einstein qui a mélangé deux théories ensemble. Et ce serait en fait la théorie des consciences et réalités parallèles. Et je vous explique pourquoi. Plus si nous sommes en fait la conscience universelle et que nous vivons subjectivement dans notre réalité et que tout ce qui nous entoure n'est en fait qu'une illusion, cela voudrait donc dire que la conscience est engendrée par la conscience. Si c'est le cas, alors nous sommes seuls dans notre propre réalité. Les autres personnes autour de nous interagiraient donc avec nous à partir de leur propre réalité. Ce qui voudrait dire dans le cadre de ma théorie
que notre conscience, qui nous reflète notre réalité, a été engendrée par une autre conscience et réalité. La conscience et réalité de vos parents fusionnés ensemble a engendré votre conscience et réalité. Tout comme vous et moi pouvons nous tenir côte à côte, nous vivons dans un même univers de façon parallèle, mais dans notre propre réalité et notre propre conscience. Nous allons voir un peu les travaux de Zecharia Sitchin parce que on peut y voir une répétition dans les événements de l'univers, veux pas. À travers cette histoire-là, et les répétitions dans les événements de l'univers représentent le tunnel paradoxal en soi aussi. Alors, nous allons voir un peu ces travaux. Donc, la première civilisation connue à ce jour est la Sumer. Et c'est de là que nous vient l'écriture, tout comme le temps comme nous le connaissons, avec 60 minutes pour une heure et 60 secondes pour une minute. Leur langage aurait été déchiffré par un dénommé Zecharia Sitchin, qui nous révèle dans plusieurs livres l'explication derrière la première histoire écrite de notre humanité. Ces explications sont très intéressantes et je voudrais m'y attarder plus profondément. Avant de m'attarder plus profondément sur les travaux de M. Sitchin, je voudrais ouvrir une parenthèse et vous parler d'un jeu très amusant. Depuis mon jeune âge, que je me dis que si nous voulons savoir la réalité des choses quant à notre apparition sur Terre, nous devrions le demander aux premières personnes qui y étaient. Connaissez-vous le jeu du téléphone? Où quelqu'un dit un mot dans l'oreille d'une personne, qui la répète dans l'oreille d'une autre personne, et ainsi de suite. On se rend compte que plus le temps passe et plus le mot passe d'une oreille à une autre, que le mot à la fin n'est plus le même. C'est un peu le cas de notre histoire. Alors allons voir ce que les Sumériens avaient à nous raconter. Les Sumériens expliquent que les Anunnaki résident sur Nibiru, une planète géante avec une orbite de 3600 ans qui passe par notre système solaire. Les Sumériens expliquent aussi qu'il y a longtemps, la Terre était beaucoup plus grosse. Ils la nomment Tiamat. Un jour, Nibiru, dans son orbite contraire aux autres planètes, entra en collision avec Tiamat qui se brise en deux. Et de cette collision, les débris que la partie qui a connecté avec Nibiru forment la ceinture d'astéroïdes, tandis que d'autres morceaux échappent à l'elliptique, se promenant n'importe où et contenant de l'eau qui se trouvait sur Tiamat avant la collision, donc des comètes. Ils disent aussi que dans cette collision et dans le mélange des eaux de Nibiru et Tiamat, Nibiru a passé la vie à Tiamat, comme les eaux du dessus qui se mélangent aux eaux d'en bas dans la Bible. La lune qui est la nôtre aujourd'hui était selon eux anciennement la lune de Nibiru, et que dans cette collision, cette lune changeait d'orbite pour se placer dans celle de Tiamat. Ils disent aussi que dans son entrée dans le système solaire, Nibiru a éjecté Pluton, qui était avant tout une lune de Neptune. Après la collision, la Terre aurait été fendue en deux, et comme vous pouvez constater que le liquide dans l'espace cherche à se recroqueviller en la plus petite boule possible, de même avec la Terre. Le reste de la coquille de Tiamat est cassé, et de là les plaques tectoniques, qui se déplacent pour reformer une sphère. Dans notre système solaire, il n'y a que la Terre qui est formée de plaques tectoniques. Les Sumériens, 6000 ans passés, savaient déjà que le Soleil était au milieu de notre système solaire, connaissaient les dimensions de chaque planète à l'échelle près, savaient que Uranus et Neptune étaient des jumelles d'eau. Ils savaient aussi que Pluton existait et que nous avons redécouvert en 1930. Ils ont beaucoup trop de savoir pour être sortis tout droit des cavernes. Ils expliquent dans leur récit que les Anunnaki ont détruit leur planète grâce à leur avancement technologique, tout comme nous le faisons nous-mêmes, une histoire qui se répète. Ils se devaient de se rendre sur Terre pour extraire de l'or pour rendre cet or en particules microscopiques qui, propulsées dans leur atmosphère, servirait à protéger leur planète des radiations du Soleil et servirait aussi à réchauffer leur planète par la conductivité des rayons du Soleil sur l'or. On sait que l'or, quand c'est chauffé, ça vient chaud. Alors ils disent que lorsque les Anunnaki sont arrivés sur Terre, ils ont bâti une colonie qu'ils ont nommée, bizarrement, Eden. Mais les Anunnaki ne voulaient pas cultiver l'or eux-mêmes, alors ils ont donc utilisé une femelle néandertale et auraient mixé leur ADN avec la sienne pour nous créer par génie génétique. Lloyd Pye explique dans sa conférence connue sous le nom de Everything You Know Is Wrong, de Bigfoot seraient en fait des hommes de Néandertal, toujours vivants à ce jour. Il explique aussi que ce que nous croyons être nos ancêtres, comme par exemple les Australopithèques comme Lucie, seraient en fait les ancêtres de Bigfoot et non pas les nôtres principalement. Et il explique que dans le corps de ces pré-humains, il n'y a pas un seul os pareil comme dans le nôtre et plein d'autres explications.
Je vous conseille cette conférence énormément. Il parle aussi des travaux de Sekeres-Sitchin et du lien manquant, où il faudrait une bonne douzaine de liens manquants pour créer une transition comme celle entre Néandertal et Cro-Magnon. Beaucoup des récits des Sumériens ne viennent qu'amplifier de réponses des histoires de l'Ancien Testament, et bien sûr, ceci n'est que l'histoire très très abrégée, mais qui nous mène à comprendre que si c'est le cas et que les Anunnaki, comme le Dieu de la Bible, nous auraient créés à leur image, comme Nibiru transmettant la vie à sa version plus petite, comme les Anunnaki créant sa version plus petite, nous, porte à croire que si ma théorie du tunnel paradoxal est concrète, alors cela voudrait dire que nous nous sommes en fait créés nous-mêmes, étant une partie d'eux. Et selon la Bible, Dieu nous aurait créés à son image. Et selon ma théorie du tunnel paradoxal, nous nous sommes créés par la fusion de la subjectivité et de l'image globale, créant un tunnel paradoxal et ainsi créant des univers et sous-univers et ainsi de suite. Donc maintenant, je ne veux pas partir de débats sur les religions et tout ça, mais selon ma théorie, je dois en venir à des conclusions et selon les recherches que j'ai faites et les liens que j'ai faits, j'en ai venu à faire cette conclusion, mais vous n'êtes pas obligé d'y croire, vous n'êtes pas obligé de suivre ces choses-là que je dis. Vous pouvez croire ce que vous voulez, moi j'ai aucun problème avec ça. Seulement, ma théorie amène à ces conclusions-là. Puisque l'histoire des Sumériens vient expliquer les histoires de l'Ancien Testament, car ce sont pratiquement les mêmes histoires, bien que la version sumérienne ait plus de détails. Si ma théorie est logique, alors cela voudrait donc dire que nous nous sommes créés. Cela signifierait donc que Jésus aurait été totalement humain, et il disait lui-même que nous étions tous frères et sœurs, s'incluant là-dedans, ce qui nous place d'égal à égal avec lui. Il s'est aussi emporté dans le temple. Cette perte de contrôle n'est pas un signe de perfection, car étant humain, il avait ses défauts comme tout le monde. Il était bien sûr l'un des plus grands philosophes que cette terre ait eu la chance de connaître. Malheureusement, son message était beaucoup trop profond pour être bien compris à ce moment-là. Jésus était conscient que quelque chose se devait d'être fait pour atteindre le tableau d'ensemble de cette conscience. Et voici comment nous pourrions atteindre cette vue d'ensemble. Il le dit lui-même, en fait, aimez-vous les uns les autres. Donc, une des choses les plus importantes que Jésus, d'après moi, a essayé de nous dire, c'est que, imaginez que chaque humain sur Terre est un morceau de casse-tête. Chacun de ces morceaux est constitué de trous et de pointes, et ce, sans exception. Les trous représentant nos défauts et les pointes nos qualités. Qu'arriverait-il si nous décidions de faire ce grand casse-tête qu'est notre réalité? De combler les trous d'un morceau avec les pointes d'un autre morceau. Eh bien, nous comblerions les failles du système avec les qualités du système. Ce qui veut dire qu'une fois le casse-tête terminé, il ne resterait plus de trous à combler. Ce qui veut dire que nous atteindrions un casse-tête dans son entier, sans plus aucune faute. Et pour ce faire, chaque morceau de casse-tête est totalement essentiel à la réalisation de ce grand casse-tête. Ce qui veut ainsi dire que lorsque nous arrêterons de tuer les morceaux du casse-tête et que nous comblerons les défauts avec les qualités, nous accéderions à une autre perception. Nous verrions enfin l'image globale que la vie tente de nous montrer depuis tant d'années. Ma théorie viendrait aussi prouver la théorie de la réincarnation. Car tant que le casse-tête ne sera pas complété, nous serons condamnés à répéter dans une nouvelle couche de notre univers, une nouvelle poupée dans la grosse poupée. La même histoire encore et encore jusqu'à ce que l'histoire cesse de se répéter en bloquant les failles du système par les qualités du système. Ma théorie du tunnel paradoxal, si vraie, prouverait aussi l'existence des déjà-vus. Vu que toutes choses se doivent d'exister par l'existence de son exact opposé, cela voudrait dire que nous sommes vivants mais aussi morts en même temps. Le tunnel paradoxal est une répétition dans les événements de l'univers et je détaillerai davantage dans la prochaine diapo. Si c'est le cas, alors même notre vie, nous l'avons déjà vécue. Et ce déjà vu ne serait en fait que le souvenir d'avoir déjà vécu ces événements antérieurs. Maintenant, on va décrire les sous-univers et c'est probablement la partie un peu longue à expliquer. Les sous-univers sont des dimensions qui se produisent en tant qu'univers au sein de l'univers secondaire qui, lui, est dans l'univers primaire. Les sous-univers sont invisibles à nous, mais prennent de l'expansion tout au long de l'éternité comme notre propre sous-univers actuel, autrement dit notre réalité actuelle. Un sous-univers se représente par un nombre d'années inconnu, une dimension qui est la réalité qui s'est produite tout au long de ce laps de temps. Dans l'image à côté,
On y voit deux arbres généalogiques, celle de M. Adam et Mme Ève, je sais, j'ai pas cherché loin, et celle de la dimension qui apparaîtra 1000 ans plus tard, dont nombre de temps imaginé car ce laps de temps est inconnu et peut varier dépendamment des sous-univers. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'image de l'arbre généalogique ne représente pas ici une famille nécessairement, mais la population mondiale sous forme de métaphore. Donc, parlons de l'univers primaire. Tout a commencé au sein de l'univers primaire. L'univers primaire est ce qui contient l'univers secondaire, qui est notre espace noir et avec les planètes, galaxies, etc. L'univers secondaire se trouvant à l'intérieur de l'univers primaire, elle représente la subjectivité de la conscience universelle. Puis l'univers primaire, à son opposé, représente plutôt l'image globale. Par la fusion de ces deux opposés, une singularité s'est créée formant le tout qui est la conscience universelle. L'univers primaire pourrait ainsi être métaphorisé comme étant le cerveau du corps principal de la réalité. Un tunnel paradoxal. Donc, par la fusion des deux opposés, soit la subjectivité et l'image globale, un tunnel paradoxal s'est formé. Un tunnel paradoxal est une répétition de tout ce qui existe et même des événements de l'univers, ou encore du fait que tout est fait de composantes qui est fait de composantes. La répétition infinie crée en soi un tunnel paradoxal. Donc, il y a l'univers secondaire. Par l'entremise du tunnel paradoxal et dans la subjectivité de la conscience universelle, existe donc l'univers secondaire, qui retrouve toutes les principales composantes de l'univers primaire, ce qui forme celle-ci, un peu comme les organes de notre corps, les planètes, galaxies, soleils, étoiles, comètes, astéroïdes, qui, eux, font partie du premier sous-univers dans l'espace. Ensuite, il y a l'apparition de la vie sur Terre, par exemple. Donc, un certain nombre de temps après le premier sous-univers, apparaît donc un second sous-univers, par exemple, les premières formes de vie sur Terre. Mais à l'intérieur du premier sous-univers, nous sommes sur une composante de l'univers secondaire, la planète Terre. Ce sous-univers-là, donc la vie, les premières formes de vie sur Terre, pourrait représenter les veines à l'intérieur des organes de notre corps métaphoriquement. Donc les veines sont dans l'organe qui, lui, est dans le corps et ainsi de suite. Donc un à l'intérieur de l'autre. Après les premières formes de vie sur Terre, plusieurs années plus tard, il y a les dinosaures, par exemple. Donc un certain nombre de temps plus tard, un nouveau sous-univers apparaît à la suite du deuxième sous-univers. Toujours sur la planète Terre, mais dans une ère plus avancée. Ce qui la met à l'intérieur du deuxième sous-univers en considérant que les premières formes de vie se sont peut-être éteintes pour laisser place à une nouvelle forme de vie étant les dinosaures. Mais malgré que ces premières formes de vie se sont éteintes, continuent d'exister sous une forme différente, tout comme le corps humain, après la mort, se transforme en poussière et ainsi va les choses. Encore sous la forme d'un tunnel paradoxal que les composantes se transforment et de nouvelles composantes en de nouvelles composantes, le recyclage ultime si on peut l'appeler ainsi. Ceci métaphoriquement représente par exemple les globules sanguines dans les veines, donc une composante à l'intérieur de la veine, qui elle est à l'intérieur de l'organe, qui lui est à l'intérieur du corps. Ensuite, après les dinosaures, un nombre de temps se passe et fait place à un quatrième sous-univers, celui des pré-humains. Malgré que les dinosaures sont probablement disparus, leurs ossements font toujours partie de l'histoire, ce qui les fait toujours exister, même de nos jours, mais sous une autre forme. Ce sous-univers représenterait, par exemple, l'oxygène au sein de cellules sanguines. Ce qui est important de comprendre, par la présence des vestiges d'un sous-univers passé, sous une autre forme maintenant qu'elle ne l'était à l'origine, ce sous-univers maintenant invisible à nos yeux se répète à l'infini dans une nouvelle dimension. Quand un nouveau sous-univers apparaît, c'est le début d'un tout nouveau, mais le passé recommence de nouveau en même temps que le nouveau sous-univers, mais dans une autre dimension invisible à nos yeux. Les différents sous-univers passés existent donc en même temps que notre sous-univers actuel, mais à une autre époque. Le tunnel paradoxal étant une répétition des événements de l'univers veut dire que chaque ère qui crée un sous-univers va se répéter à l'infini. Par exemple, maintenant, quand je mourrai, je reviendrai après un certain nombre de temps dans une nouvelle dimension, dans un nouveau sous-univers. Ma vie actuelle que je vis en ce moment même se répétera dans une autre dimension
qui fait partie d'un souvenir, mais qui existe et se reproduit encore et encore dans différentes dimensions où le temps a figé d'une certaine façon. Comme une photo que l'on prend, ce nombre de temps devient une nouvelle dimension en soi. Donc ça, c'est les explications concrètes qui commencent. Donc, si on en croit les travaux de M. Sitchin mentionnés précédemment, les consciences et réalités des Anunnaki et de Néandertal auraient engendré la conscience et réalité de l'être humain. Comme la conscience et réalité de vos parents a engendré votre propre conscience et réalité. La conscience de Néandertal et la conscience des Anunnaki étant parallèles l'une à l'autre dans le même sous-univers. Tout comme la réalité et conscience de votre mère étaient parallèles à la conscience et réalité de votre père. Chaque conscience vit dans sa propre réalité et sont parallèles les unes aux autres dans un même univers ou sous-univers. Dans l'univers primaire, il y a la conscience universelle et par la fusion des deux opposés, dans l'image du yin et du yang, l'image globale et la subjectivité, nous serions créés et ainsi créer un tunnel paradoxal en soi. Donc, regardons l'image d'un peu plus près. En haut, il y a l'univers secondaire, ça représente notre espace là, avec les planètes et tout ça. Et en bas, l'univers primaire où il y a la conscience universelle. Donc, si nous allons à la peinture qui se trouve dans la chapelle Sistine, donc en haut, j'ai fait quelques modifications pas très artistiques, désolé. Mais c'est tout ça pour expliquer où je vais en venir. Donc, on voit à droite Anunnaki et Néandertal. J'ai même mis un Néandertal dans la peinture. Donc, la réalité et conscience subjective de Anunnaki, mixée à la réalité et conscience subjective de Néandertal, a engendré la réalité et conscience subjective de l'être humain. Et ça peut fonctionner avec autre chose, comme par exemple la réalité et conscience subjective de Adam, mixée à la réalité et conscience subjective de Ève, a engendré nos vies probablement antérieures à travers leurs enfants, donc leur réalité et conscience subjective à ces enfants-là. C'est un peu semblable dans l'univers primaire. Mais en fait, c'est la conscience universelle qui, fusionnée à la conscience universelle subjective, donc la subjectivité de la conscience universelle. En gros, le doigt de gauche représente l'image globale. Le doigt dans le téléphone représente donc la subjectivité de la conscience universelle. Et par la fusion des deux, on s'est créé soi-même et donc créé un tunnel paradoxal. Donc ici, c'est semblable à la dernière image, mais avec un peu plus de détails. Ici, ça représente bien les univers composés. Donc voici le tunnel paradoxal et la poupée russe de notre réalité. Donc au sommet, le cerveau en haut, se trouve la conscience universelle qui est autant l'image globale que la subjectivité en même temps. Et c'est pourquoi la ligne grise est coupée et que le cerveau d'en haut fait autant partie du yin que du yang, parce qu'elle est l'image globale et la subjectivité en même temps. Le mix des deux opposés crée la singularité, c'est pourquoi la conscience universelle est la seule au-dessus. En dessous se trouvent les consciences subjectives. Chaque ligne horizontale de cerveau représentant un sous-univers. N'oubliez pas que les cerveaux qui se côtoient sont des consciences et réalités parallèles les unes aux autres, dans le même sous-univers. Donc, regardons ça un peu plus près. Et vous voyez des nœuds dans à peu près tous les cerveaux, sauf dans les deux dernières lignes où il y a moi et vous. J'ai décidé de faire un peu changement. En haut, il y a donc la conscience universelle qui est autant l'image globale que la subjectivité, donc fait partie autant de l'univers primaire que de l'univers secondaire. Dans l'univers secondaire, elle est subjective. Dans l'univers primaire, elle est l'image globale. Dans l'univers secondaire, donc le yang, dans la subjectivité de la conscience universelle, se trouvent les sous-univers qui est donc dans le fond les lignes horizontales de cerveau, comme je disais. Chaque cerveau représente une réalité et conscience subjective. Donc la conscience subjective et réalité de Anunnaki, mixée à la réalité et conscience subjective de Néandertal, qui sont parallèles, crée la conscience humaine, la conscience subjective humaine et la réalité humaine. Donc Adam et Ève, on va dire. Mais, même à ça, les Anunnaki et les Néandertals ne sont pas nécessairement nécessaires. On pourrait commencer avec Adam et Ève de toute façon.
Donc, si on refait la même chose avec Adam et Ève, ben, la réalité et conscience subjective de Adam, mixée à la réalité et conscience subjective de Ève, a engendré leurs enfants, donc nos vies antérieures, le pourquoi du moi et du vous à côté. Dans ces vies antérieures, moi et vous étions parallèles à l'un à l'autre dans un nouveau sous-univers. Puis il y a nos consciences actuelles qui, plusieurs années, plusieurs sous-univers plus tard, se trouvent encore, moi et vous, un à côté de l'autre de façon parallèle. Si ma théorie est vraie, alors le Big Bang s'est probablement jamais produit et nous sommes toujours dans le même poids en expansion constante. Derrière cette conclusion vient le fait que la conscience universelle est la singularité en soi, le mélange de l'image globale et de la subjectivité. Être le mélange de ces deux opposés signifie qu'elle a toujours existé de cette façon, car si l'un des opposés disparaît, n'oubliez pas que tout existe par l'existence de son exact opposé. L'image globale ne pourrait exister sans la subjectivité, et la subjectivité ne pourrait exister sans l'image globale. Donc, le Big Bang n'a probablement jamais eu lieu et nous sommes encore probablement dans le même petit poids qu'au début, seulement il prend de l'expansion. Et vu que le temps n'existe pas hors de notre réalité, alors la conscience universelle a donc toujours existé. Donc ici, je suis désolé, c'est écrit en anglais, mais il n'y a pas grand-chose d'écrit, alors je vais vous l'expliquer. Le blanc représente l'univers primaire, donc à l'intérieur de la conscience universelle, qui est toujours en expansion, comme le petit poids qui est toujours en expansion. Dans le fond, notre espace comme qu'on connaît, qui est l'univers secondaire, se trouve à l'intérieur de l'univers primaire. Donc, en gros, il y a le blanc, l'univers primaire, qui est en expansion, suivi de l'univers secondaire, juste à côté du blanc, qui est aussi en expansion. Comme on sait, notre espace est en expansion tout le temps. Ensuite, suivi d'un sous-univers qui est aussi en expansion, juste plus invisible parce que c'est un sous-univers passé qui est rendu maintenant dans une nouvelle dimension, une époque passée, et ça, c'est devenu une nouvelle dimension en soi, qui se répète encore et encore au fur et à mesure que de nouveaux sous-univers se créent. Dans notre sous-univers actuel, donc le dernier petit point noir, où vous voyez le point blanc à l'intérieur de celui-ci, vous allez vous demander qu'est-ce que le petit point blanc fait à l'intérieur de notre univers, sous-univers actuel. Et je vous explique. Étant le reflet de l'univers, de la conscience universelle, étant une composante de celle-ci, nous sommes en fait celle-ci, car nous sommes le tout et ses composantes en même temps. Comme par exemple le foie, le cœur, comme je l'ai expliqué, fait partie de nous, donc c'est aussi une partie de nous. Eh bien, le blanc représente, comme je le disais vraiment plus tôt dans la théorie, l'image globale. Donc le blanc, l'image globale, le noir, la subjectivité. Donc ce qui veut dire que même si notre conscience est en fait plus subjective, nous avons une partie de l'image globale à l'intérieur de nous. Et ce yin, cette image globale à l'intérieur de nous, est probablement le subconscient. Tandis que notre conscience est plus réalité, le subconscient, lui, serait plus l'image globale. Et c'est d'après moi quand nous serons en relation avec l'image globale et la subjectivité que nous vivrons mieux, serons heureux et serons en paix. Donc ici, il y a encore une image en anglais, je vais vous l'expliquer. Le puzzle que vous voyez à gauche représente l'image de base, donc c'est tout, la conscience universelle en soi, à l'intérieur de celle-ci. Et le morceau de puzzle représente la subjectivité de l'image globale, donc de la conscience universelle. En gros, euh, le morceau de puzzle qui est subjectif est toujours lié à l'image globale, parce que, par exemple, si on prend un électron et on le sépare en deux, puis qu'on les sépare d'une bonne distance, on se rend compte que quand on fait quelque chose à l'un de ces électrons-là, l'autre va réagir de la même façon. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore connectés à leur image globale. Donc, le morceau de puzzle représente euh, un nouvel univers, une nouvelle subjectivité, un nouveau tunnel paradoxal et une nouvelle conscience. Et je devrais dire aussi une nouvelle réalité. À l'intérieur du morceau de puzzle se trouvent les consciences et réalités parallèles, qui eux aussi, en fait, sont un tunnel paradoxal,
et un univers en soi. En fait, l'image globale est un univers en soi. Donc, si nous avons un univers en nous, il est dans notre subconscient, sans aucun doute, dans l'image globale. Mais chacun de nous, qui est une composante de l'image globale, est composé de la suite. Donc, en gros, un univers qui, dans celui-ci, va se produire d'autres choses et probablement devenir un sous-univers en soi. Donc ça, c'est comment un univers se crée, l'univers secondaire s'est créé au sein de l'univers primaire. Donc la subjectivité s'est détachée, mais est toujours liée à l'image globale. À l'intérieur de cet univers secondaire se trouvent les réalités et consciences subjectives, qui à l'intérieur de eux se trouve probablement un nouveau sous-univers à partir du moment où ils seront morts. Ce sous-univers prendra forme et vie. Et ceci met donc fin à ma théorie. Je voudrais aussi spécifier que cette théorie ne sont pas des faits totalement prouvés. Le tunnel paradoxal, c'est ma théorie. Une théorie, c'est fait pour réfléchir, c'est fait pour se poser des questions, c'est fait pour faire des recherches. Bien qu'il y ait beaucoup d'informations qui viennent de documentaires et qui sont prouvées, le tunnel paradoxal en soi, et de la façon que je l'explique, vient totalement de la façon que j'ai pu expérimenter les choses dans ma vie, venant aussi d'une expérience de vie après la mort que j'ai eue à 16 ans, où j'ai pu analyser mon expérience et ainsi bâtir ma théorie par la suite. Si vous connaissez des choses sur la physique quantique, la conscience universelle, la subjectivité, que ce soit au niveau de choses que je parle dans ma théorie, allez-y, textez-moi et on pourra en parler davantage. Ce que je veux faire comprendre là-dedans, c'est que il y a des choses à réfléchir, puis que c'est pas parce que des gens ont réfléchi avant et ont trouvé des solutions que ces solutions-là sont nécessairement la réalité des choses. Par exemple, Stephen Hawking a fait la théorie du Big Bang que je viens défaire dans la mienne. C'est ça l'affaire avec les théories, c'est que elle peut être défaite comme elle peut être véridique. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette théorie. J'espère que ça va vous avoir fait réfléchir. Et personnellement, j'espère que vous poserez des questions et que vous prendrez le temps de réfléchir un peu plus à cette idée, cette perception des choses. Et peut-être, qui sait, que je détiens quelques réponses, peut-être pas toutes les réponses, mais quelques réponses dans cette théorie qui pourra aider peut-être la civilisation à faire un pas de plus vers l'avant. Donc, merci d'avoir écouté et prenez soin de vous et on se reverra peut-être dans une autre vidéo. Merci.